Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 14 septembre. Proposition de réforme du droit de la famille. Un rapport provisoire analyse les thèmes de la filiation, de l'autorité parentale, des droits du conjoint survivant et du divorce. Nicolas Sarkozy renonce à se porter candidat pour la présidence du RPR. Nous évoquerons la situation du parti gaulliste, mais aussi les propos de Lionel Jospin, tenus hier dans cette même édition, concernant la situation économique et sociale, avec notre invité, M. Philippe Seguin. En Algérie, la campagne du référendum sur la concorde civile sera sans doute favorable au président Bouteflika, mais dans un entretien exclusif accordé à nos envoyés spéciaux, un responsable du FIS, le Front islamique du salut, exprime ses réserves. Des centaines de milliers de personnes seraient atteintes en France d'une affection, la fibromyalgie. Tous les examens pratiqués sont normaux, mais les douleurs restent inexplicables. Johnny Hallyday 100%, c'est le nouvel album de Johnny Hallyday avec David Hallyday comme auteur des musiques. Certes, ce n'est encore qu'une enquête préliminaire de police, mais tout laisse à penser qu'il s'agit bien d'un nouveau cas d'esclavage moderne. Une jeune femme d'origine indienne, employée par un diplomate de l'ambassade de l'Inde en France, aurait été battue et mutilée gravement. Les services de l'ambassade réfutent ce soir ces accusations, mais les déclarations du professeur Bernard Debré, qui a examiné la jeune fille, sont implacables. Récit Marcel Tria avec Frédéric Vion et Joseph Bachtig. Allô ? Oui, bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à monsieur s'il vous plaît? Une famille très discrète. C'est d'ici pourtant, dans le 15e arrondissement à Paris, que la jeune Lalita s'est enfuie il y a un peu plus d'une semaine. Un diplomate de l'ambassade de l'Inde l'avait fait venir d'une des régions les plus pauvres de son pays pour la mettre à son service. Retrouvée errante dans la rue, puis confiée aux religieuses de ce couvent, elle s'enfuit encore et tente de se suicider en sautant d'un mur d'enceinte de 5 mètres de haut. Elle est conduite à l'hôpital avec des fractures aux 2 talons et à la colonne vertébrale. Mais les médecins découvrent alors d'autres blessures, plus terribles encore. Il y avait 20 cm de plaies qu'on a suturées, des plaies circulaires autour du périnée, au niveau des organes sexuels. Voilà, ça suffit, je ne vais pas rentrer dans les détails morbides, mais vous savez, 20 cm, même peut-être un peu plus, qui ont été suturés, profondes, c'est pas une plaie accidentelle. D'après Lalita, son patron lui aurait coupé le bas du ventre pour l'empêcher d'avoir des enfants. C'est ce qu'elle a affirmé aux responsables du comité contre l'esclavage moderne qui l'ont prise en charge. Elle était tout à fait terrorisée. La première chose qu'elle nous a dit, c'était elle nous a supplié de ne pas la renvoyer en Inde, car, disait-elle, mon employeur va me tuer. Elle nous a répété à plusieurs reprises que son employeur l'avait menacée de mort. Sinon, elle travaillait de 6 h du matin à minuit, elle n'était pas payée, elle n'avait pas le droit de sortir de l'appartement, son passeport était confisqué. Après plusieurs jours de mutisme, l'ambassade de l'Inde a enfin publié un communiqué réfutant toutes les allégations évoquant des mauvais traitements. D'après ce texte, Lalita ne chercherait qu'à prolonger son séjour en France alors que le diplomate, mécontent d'elle, voulait la renvoyer en Inde. Protégé par son immunité diplomatique, il ne peut être interrogé par la police. Mais une enquête préliminaire va tenter malgré tout de déterminer qui a bien pu, en plein Paris, mutiler une jeune fille de 17 ans. Et le parquet de Paris vient de désigner 2 experts médicaux pour examiner la jeune fille. Une information plus positive, sans doute, est venue de l'Observatoire de l'action sociale. Aujourd'hui, le nombre de cas d'enfants maltraités signalés aux services sociaux départementaux en France a baissé. Il est passé de 21 000 à 19 000 en 1998, mais cette comptabilité reste quand même terrible. C'est le journal La Croix qui a révélé ce matin les principales propositions d'un rapport destiné à préparer la réforme du droit de la famille. Il y est question d'autorité parentale et de divorce et plus largement de la place de chacun, père, mère, enfant, au sein du groupe familial. Explication Elsa Margou. La famille a changé. Il fallait donc dépoussiérer le droit français. Mission accomplie, le groupe de travail qui planchait sur la question depuis 1 an a remis son rapport à Elisabeth Guigou. La première mesure concerne l'accouchement sous X. Si la mère conserve le droit de cacher la naissance, ce n'est plus irréversible. L'enfant pourrait, sous certaines conditions, rechercher ses origines. Le rapport propose ensuite d'abolir la distinction entre enfant naturel et enfant légitime. Ils auront désormais les mêmes droits en matière de succession. L'idée d'un divorce sans juge a finalement été abandonnée, mais la procédure pourrait être simplifiée. Un seul passage devant le juge pour un divorce par consentement mutuel.
La prestation compensatoire, destinée à pallier la baisse de niveau de vie du conjoint le plus démuni, devrait être versée sous forme de capital au moment du partage des biens et non plus comme une rente à vie, jusqu'à présent impossible à revoir à la baisse. Enfin, toujours en cas de séparation, les enfants âgés de plus de 13 ans seraient obligatoirement entendus par le juge. Les droits du père aussi pourraient être étendus. Les pères naturels n'auront plus à apporter la preuve de vie commune avec la mère au moment de la naissance pour exercer l'autorité parentale. Enfin, le dernier volet du rapport suggère de favoriser l'époux survivant dans l'ordre de succession. Il hériterait désormais avant les frères et sœurs du conjoint défunt. Parmi donc les propositions, il y a celle de permettre aux enfants nés sous X de connaître leur mère. L'impossibilité actuelle pour un garçon ou une fille d'accéder à l'identité de leurs parents est une véritable souffrance. Souffrance que rapporte cette jeune femme rencontrée par Agnès Gardet et Laurent Chemla. Depuis 18 ans, Nathalie est à la recherche de ses origines. Elle n'a jamais connu sa mère qui a choisi d'accoucher sous X anonymement. Il y a un an, Nathalie a pu photocopier les éléments de son dossier d'enfant abandonné, un acte de naissance et quelques lignes écrites par sa mère biologique. X Micheline Marguerite autorise le transfert de mon enfant à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Et ça a été rédigé apparemment le 30 juillet 63. C'est la première preuve tangible, en fait, le premier signe. Donc j'ai vu l'original, c'est quelque chose qu'elle a écrit elle-même, de sa main. Dans ces lignes, l'espoir de retrouver un jour sa mère. Quelque part, on sait qu'on qu'on ressemble à personne et on a besoin de ressembler à quelqu'un. On a besoin d'être inscrit dans une lignée. Alors régulièrement, Nathalie se rend à la direction de l'action sociale de Paris. C'est ici qu'elle est reçue et qu'elle fait le point sur ses démarches. Car si un jour sa mère se manifestait, elle aussi passerait par ce bureau. Bonjour, asseyez-vous. Merci. Selon la loi de 1941 sur l'accouchement sous X, la mère est la seule en effet qui peut décider de lever le secret sur son identité. Encore écrit par la suite pour avoir des informations complémentaires. J'ai vu des jeunes qui étaient obsédés par leur recherche et ne se préoccupaient que de cette recherche. Stérile ou pas stérile, je ne saurais dire, mais c'est vrai que nous-mêmes, nous nous sentons désarmés devant une telle demande et d'être obligés de dire non, nous ne pouvons rien dire ou il n'y a rien dans le dossier. Alors, voici Claude Nathalie Julia, enregistré. Dans ce registre, l'acte de naissance de Nathalie. Dans ses rayonnages, un siècle d'archives de l'assistance publique de Paris. Pour qu'un jour, d'autres enfants comme Nathalie aient la chance de pouvoir retrouver leur passé, un rapport préconise de changer les conditions de l'accouchement sous X et de lever le secret imposé par la mère. Alors, il convient bien de rappeler qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un rapport remis à Mme Guigou, transmis au Premier ministre et qui pourrait donner lieu à un débat parlementaire l'année prochaine. Nicolas Sarkozy renonce, il ne sera pas candidat à la présidence du RPR et quittera ses fonctions de secrétaire général du parti gaulliste le 4 octobre prochain. Il a été reçu par le chef de l'État en fin d'après-midi et officieusement on salue son courage. Mais à l'évidence, M. Sarkozy a renoncé faute de chance sérieuse d'être élu président du RPR. Reportage Carole Comon et Alexis Delcourt. C'était il y a 2 heures à peine. Nicolas Sarkozy, enfin reçu en grande pompe à l'Élysée. Peut-être le prix de sa décision rendue publique ce matin, il ne briguera pas la présidence du RPR. J'ai pris cette décision en conscience. Eh bien ce soir, je suis un homme libre qui dit aux militants du RPR, comme de l'opposition, que je participerai au combat futur contre les socialistes, à ma manière, en toute liberté. Pas un mot de son entretien avec Jacques Chirac. Aujourd'hui, ce sont les proches de Nicolas Sarkozy qui se sont chargés d'expliquer sa décision en ligne de mire, l'Élysée. Le président de la République pensait que la campagne électorale pour l'élection du président du RPR l'abîmerait. Et que ce serait dommage d'abîmer son image puisque à droite, nous n'avons pas tellement de talent en ressources. Et que donc il fallait le préserver. Une décision qui intervient d'ailleurs 2 jours après l'annonce officielle de la candidature de Jean-Paul Delevoye qui aurait le soutien de Jacques Chirac. Jean-Paul Delevoye qui aujourd'hui a rendu hommage à Nicolas Sarkozy. François Fillon, proche de Philippe Séguin et autres candidats déclarés, a préféré garder le silence, tandis que Renaud Muselier faisait mine de regretter cette décision.
Je pense qu'il a douté un moment et que ça doit lui peser de ne pas y aller, parce que son caractère fait en sorte que c'est un vrai combattant, il aime le combat politique et il a le talent pour le faire. Il était partagé entre un sentiment de rejet de certains et un soutien majeur d'autres. Tout abandonné, Nicolas Sarkozy en avait déjà eu l'intention au lendemain de l'échec des européennes. En démissionnant de la présidence par intérim, il s'était aussi engagé pour l'avenir. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, j'indique de surcroît qu'en toute hypothèse, je ne serai pas candidat à la présidence du RPR. Mais fin août, sa candidature devenait implicite. Et quelques jours plus tard, il entamait déjà une campagne de séduction sur le terrain. Nicolas Sarkozy avait une certitude, pouvoir s'imposer en dépit du rejet qu'il suscitait auprès d'une partie des militants. Il choisit aujourd'hui de s'effacer pour ne pas engager l'épreuve de force avec l'Élysée. Alors nous reviendrons dans quelques instants avec M. Seguin sur cette situation au RPR, mais auparavant il convient aussi d'évoquer les réactions aux propos du Premier ministre tenus hier soir, ici même, concernant les suppressions d'emplois prévues chez Michelin. Avec une incise, le groupe italien de pneumatiques Pirelli vient d'annoncer aujourd'hui 2800 suppressions de postes en Europe, mais aussi une baisse de plus de 9% de son bénéfice, ce qui n'était pas le cas chez Michelin. L'appel à la mobilisation lancé hier par le Premier ministre a été apprécié par les syndicats, mais dénoncé par le président du MEDEF, M. Sellière, qui ne comprend pas l'interventionnisme direct de M. Jospin. Commentaire Laurent Bailly. En arrivant hier soir à France 2, le Premier ministre avait en tête, à propos de l'affaire Michelin, un message qui tient en quelques mots « Mobilisez-vous, rien n'est encore perdu ». Les patrons de cette entreprise, ils viennent de voir comment ont réagi les Français. Ils viennent de voir à quel point l'opinion, elle aussi, a été choquée. Les salariés existent. Il y a des syndicats. Il y a une mobilisation qui peut se mener. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement. Il faut aussi que se mobilise à la fois l'opinion et les salariés de l'entreprise. Des salariés qui, en la matière, estiment n'avoir de leçons à recevoir de personne. C'est qu'ils ont pris l'habitude de ne compter que sur eux-mêmes et effectivement n'attendent plus grand-chose d'un Premier ministre. Quand il appelle à la mobilisation, ça nous fait bien plaisir, mais je veux dire aussi qu'on n'a pas attendu à M. Lionel Jospin pour essayer de mobiliser. De toute façon, c'est le rôle des organisations syndicales d'essayer de mobiliser les salariés pour la défense de leurs intérêts. Ils découvrent ce que les syndicats et ce que la CFDT dit depuis longtemps. Il n'y a que l'action syndicale dans des situations comme celle-là qui peut réellement débloquer la situation. De son côté, le patronat monte au créneau, choqué qu'un Premier ministre s'immisce, dit-il, dans les affaires de Michelin. Nous sommes tout à fait étonnés, en effet, et nous sommes tout à fait opposés à ce que le dialogue social soit rendu encore plus difficile par une intervention directe du Premier ministre dans une entreprise privée en appelant les salariés à l'action. C'est une première. Mais le dialogue social, volontiers évoqué à Paris, est en fait dans l'impasse à Clermont. Rien n'indique aujourd'hui que Michelin renoncera à son plan social. Monsieur Philippe Seguin, bonsoir. Bonsoir. Le professeur à temps partiel que vous êtes donne quelle note à Lionel Jospin? Écoutez, je donne la note qu'on lui donne généralement dans la presse, à droite et à gauche, c'est-à-dire un peu moins que la moyenne. Pourquoi? Parce qu'hier, on se demande encore ce qu'il est venu faire chez vous. Enfin, pardon. Merci. Non, il était annoncé qu'il allait nous parler de la deuxième étape. Enfin, je suis même sûr que France 2 est la chaîne du Tour de France. Oui. Vous imaginez le directeur du Tour donnant un beau matin le départ de l'étape sans dire aux coureurs où ils doivent aller. Ça ferait sur la route un sacré désordre. Or, après l'intervention du Premier ministre, chacun est resté sur sa faim et on ne sait toujours pas où on va. En fait, qu'a-t-on entendu de la vie générale? On a entendu d'abord un aveu d'impuissance, et puis ensuite, un petit couplet d'autosatisfaction. Un aveu d'impuissance qui est d'ailleurs très critiqué à gauche. On nous a expliqué qu'on ne pouvait plus grand-chose pour maîtriser l'économie. On nous a expliqué que sur Michelin, c'était aux salariés à eux seuls de se mobiliser, que l'État n'y pouvait rien. On nous a expliqué que si les impôts augmentaient, le gouvernement n'était pas responsable. Bref, on nous a donné à entendre qu'on ne pouvait rien sur rien. Tout ça, c'était la mondialisation. En même temps, ça va mieux. Vous qui tentez les séjours à l'étranger, la croissance, l'emploi va beaucoup justement, mieux. Il est très utile d'aller à l'étranger parce qu'on peut constater que l'autosatisfaction qui s'exprime
est tout à fait, par ailleurs, est tout à fait déplacé. Pourquoi? Parce que M. Jospin, tant mieux pour lui, tant mieux pour la France, a bénéficié à son arrivée, c'était quasiment simultané, d'un retournement de la conjoncture internationale, dont il a et la France, avec la France, profité. Bien, très bien. Mais il y a une part du travail gouvernemental qui fait qu'il y a moins de chômeurs. Mais précisément, tout le travail gouvernemental, comme il le prétend, je pense aux faux vrais emplois publics, je pense aux 35 heures, je pense à l'alourdissement des prélèvements obligatoires, a pour effet de limiter les effets positifs de la croissance. Ce qu'on ne dit pas généralement, et qui est pourtant vrai, c'est que le chômage a baissé dans toute l'Europe et que la France est un des pays où il a le moins baissé. Mais on a créé plusieurs centaines de milliers d'emplois. Oui, mais les créations d'emplois, vous savez, comme le disait d'ailleurs M. Jospin hier, il faut pas confondre les suppressions d'emplois et les licenciements. Il ne faut pas confondre non plus les créations d'emplois et la baisse du chômage. Dans toute économie organisée, vous avez chaque année des centaines de milliers d'emplois qui sont créés et des centaines de milliers d'emplois qui sont supprimés. C'est la comparaison qui fait la situation de l'emploi. Or, la situation de l'emploi, le solde est positif, comme partout en Europe, et moins qu'ailleurs en Europe, du fait des initiatives gouvernementales. Alors, M. Seguin, je crois que l'un des thèmes de vos cours que vous donnez au Québec, c'est la mondialisation. Oui. Est-ce que cette mondialisation dont on voit les effets via les fonds de pension, via la globalisation, on a parlé de l'OMC hier avec le Premier ministre, est-ce que c'est pas cette mondialisation qui fait que Michelin est contraint de supprimer les emplois brutalement? C'est effectivement la thèse du Premier ministre qui nous dit, non, il dit que lui, il peut peser là-dessus. Oui, écoutez, il ne nous en a pas donné l'illustration. Il nous a parlé de l'OMC qui existe déjà, des paradis fiscaux. On n'est pas allé très loin. Bon, ce qui nous a dit, c'est qu'il fallait prendre son mal en patience. Quand ça va mal, il faut assumer. Puis quand ça va bien, il faut dire, comme la mère de Napoléon, pourvu que ça dure. Bon. Moi, je m'inscris en faux contre cette façon de voir les choses. Vous pensez qu'il y a des marges de manœuvre maintenant en matière économique? D'abord, il y a des marges de manœuvre nationales. Lesquelles, par exemple? La fiscalité. Il nous a parlé de l'augmentation des impôts comme s'il y était pour rien. Il nous a expliqué, c'était d'ailleurs très très bizarre, que c'était parce que la croissance avait baissé que les emplois avaient augmenté. Alors là, je suis resté vraiment très étonné. En vérité, c'est parce qu'un certain nombre de catégories, je sais pas moi, les familles, les veufs, les journalistes, je pourrais en citer beaucoup d'autres, ont été plutôt matraqués par rapport à leur situation précédente. Il y a la fiscalité. Et puis, il y a d'autre part tout ce qui peut être fait s'agissant des retraites et s'agissant d'actionnariat. On retrouve d'ailleurs le problème de Michelin. Pourquoi? Parce que, et ça, il ne l'a pas compris, je le crains, le problème des retraites et le problème du pouvoir dans les entreprises doivent être traités ensemble. Actuellement, ça explique en grande partie ce qui se passe à Michelin, ce sont des fonds de pension étrangers qui font la loi. Un tiers des tiers à peu près, le capital de Michelin. Pensez qu'en créant des fonds de pension français, c'est-à-dire des endroits où les retraités mettent leur argent, dont ils vont espérer en tout état de cause, qu'ils soient américains ou français, tirer le maximum. Penser que la création de fonds de pension français, ça va régler le problème, c'est se tromper du tout au tout. Ce qu'il faut, au contraire, c'est faire en sorte que les salariés puissent devenir au moins partiellement propriétaires de leurs entreprises et que cet argent serve de base à la retraite. Alors je dis tout de suite qu'il s'agit d'un complément au système de base qui reste évidemment celui de la répartition. Sur les marges de manœuvre du gouvernement... Il y a d'autres marges de manœuvre s'agissant... Juste une petite idée à propos de Michelin. Au fond, c'est vous qui avez supprimé l'autorisation administrative de licenciement. Et je donne Est-ce que si un gouvernement avait cette possibilité-là, il n'empêcherait pas des vagues de suppression d'emplois comme ça? Mais l'autorisation administrative de licenciement, est-ce que moi je l'ai supprimée en 1987? Est-ce que ça avait empêché le chômage d'arriver aux environs de 2,5 millions? Bien sûr que non. D'ailleurs, j'observe une chose, j'ai supprimé l'autorisation administrative de licenciement en 1987, les socialistes ne l'ont jamais rétabli, et hier, ici même, M. Jospin a donné à entendre que ça n'était pas son intention. Alors je lui en donne acte, ce que je lui reproche seulement, c'est de l'avoir promis lors de la campagne électorale. Mais vous n'allez pas jusqu'à dire, comme Robert Hue, qu'il faudrait un moratoire?
Écoutez, tout ça est absurde. Ce qu'il faut, c'est maîtriser la mondialisation. Alors la maîtriser par les mesures nationales, et puis comprendre que la politique, c'est-à-dire les marges de manœuvre, ça existe toujours, mais que ça se ne limite pas au niveau national. Ça concerne aussi le niveau européen et le niveau mondial. Alors prenons le niveau européen, M. Séguin. La TVA, par exemple. Oui. Pour arriver à faire baisser à 5,5 la TVA sur certains travaux qu'on peut entreprendre sur le logement, il a fallu une discussion homérique en Finlande. Au fond, est-ce qu'on n'est pas maintenant lié par tous ces traités? Et si demain vous revenez au pouvoir, vous ne pourrez pas faire mieux? Mais ce qu'il faut, c'est trouver dans les autres pays européens des alliés pour promouvoir les mêmes idées. Ce qu'il faut, c'est une politique globale, aussi bien au niveau européen qu'au niveau mondial. Vous savez, le véritable enjeu, finalement, ça a été évoqué hier d'ailleurs, et j'y reviens bien volontiers, c'est de savoir si on se satisfait d'un monde unipolaire qui est dominé par les États-Unis, et où les intérêts des États-Unis sont seuls ou prioritairement pris en compte, ou si on se bat pour un monde multipolaire où les intérêts des autres sont pris en considération. Mais attention, il faut en payer le prix. Aussi longtemps que nous aurons besoin des Américains pour régler les problèmes du Kosovo, il ne faudra pas s'étonner que nous ayons, dans les enceintes internationales, des difficultés à faire prévaloir nos intérêts face à ce grand pays. Parlant du RPR, M. Séguin, vous regrettez que Nicolas Sarkozy ne soit pas président? Écoutez, c'est une décision qui n'appartient qu'à lui, qui appartient à Nicolas Sarkozy. Ça vous arrange? Votre candidat, c'était M. Fillon? Je suis le dernier à pouvoir faire reproche à Nicolas Sarkozy de s'effacer dans la mesure où j'ai pris il y a quelques mois une décision analogue. Ce que je voudrais dire sur Nicolas Sarkozy, sans me joindre à l'océan de larmes de crocodile d'un certain nombre de ceux qui l'injuriaient encore il y a quelques jours, c'est que moi, je ne partage pas toutes les idées de Nicolas Sarkozy, et il le sait d'ailleurs parfaitement. C'est bien pourquoi d'ailleurs nous avions fait alliance au sein du RPR de manière à réunifier notre mouvement. Pour autant, aussi longtemps qu'il a été le secrétaire général du mouvement, je peux dire que sa loyauté, son dynamisme ont été tout à fait remarquables. Il part aujourd'hui, et il part, je le constate, sur un même désaccord s'agissant de la stratégie politique à suivre. Désaccord à l'égard de M. Chirac et du rôle du président de la République face au RPR. Non, désaccord sur ce qui revient au RPR. Pendant longtemps, et ce point est vraiment fondamental, pendant longtemps on a estimé que l'élection présidentielle c'était le centre de tout. Et puis les choses ont évolué. Alors du coup, les partis politiques, et en particulier le RPR, étaient organisés comme un club de supporters uniquement voué à gagner l'élection présidentielle. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'automaticité entre le vote présidentiel et le vote législatif, qu'il y a la cohabitation. D'ailleurs, les Français pensent que le patron dans la cohabitation, c'est le Premier ministre. Et il y a ce calendrier qui fait que les élections législatives auront lieu 2 mois avant les élections présidentielles. Donc, pour gagner, il faut gagner d'abord les élections législatives et organiser le RPR en conséquence. Bon, ça, j'ai défendu cette thèse, je n'ai pas été entendu, je suis parti parce que je n'avais aucune légitimité pour entrer en conflit avec le président de la République. Je constate que Nicolas Sarkozy, qui partageait pour l'essentiel cette analyse, part lui aussi. Je suis rassuré parce que vous avez toujours de la fougue, vous avez toujours de l'appétit pour la politique. Oui, mais une autre conception de la politique. Je crois que la politique et un mouvement politique doit être ouvert, doit débattre. C'est bien pourquoi d'ailleurs j'ai été à l'origine de ce qui se passe actuellement en fondant la démocratie au sein du RPR. Parce que vous savez, dans le temps, il y a encore quelques années, vous savez comment on désignait le président du RPR, autant le dire, même si ça paraît un peu cruel. C'était le président qui désignait ses électeurs, ou du moins la plupart d'entre eux. Alors il y a effectivement un sacré changement. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est savoir intégrer la culture démocratique. Merci Philippe Séguin. Je voudrais dire juste, chez Albin Michel, il y a C'est quoi la politique? C'est vos entretiens avec des enfants, le Parlement que vous aviez créé. Merci Philippe Séguin. Pas content, mais alors pas content du tout, vous allez le voir, les parlementaires européens qui multiplient les critiques à l'égard du nouveau bâtiment du Parlement de Strasbourg. Il a coûté très très cher, et si l'on en croit la présidente française du Parlement européen, Madame Nicole Fontaine, ceux qui ont conçu le bâtiment n'ont pas prévu de l'utiliser. Enquête à Strasbourg, Alban Mikosi et Frédéric Faure. À Strasbourg, les architectes voulaient, paraît-il, s'inspirer de la tour de Babel. Pour le coup, c'est parfaitement réussi. Le nouveau bâtiment a 2 mois, on y parle 9 langues, c'est un dédale, et déjà la colère monte dans les coursives.
Je pense que le mieux serait soit de le fermer, soit de l'abandonner à un IUT ou une université à Strasbourg. Mais vraiment, c'est monstrueux d'imposer tellement de dépenses pour quelque chose qui ne sert pas. Voilà donc 2 mois que Nicole Fontaine, la présidente du Parlement, multiplie visites, inspections et réunions techniques pour améliorer ce qui doit l'être, c'est-à-dire à peu près tout. Comme j'ai dit avec un humour noir, c'est le cas de le dire, le seul risque que les constructeurs de ce bâtiment vont éviter, c'est celui d'être plagiés. Un exemple avec les ascenseurs, insuffisants et capricieux. Une fois, il y en a un qui est tombé. Les escalators qui ne mènent nulle part, les kilomètres de couloirs, la signalisation incompréhensible, et on en passe. Le bâtiment a coûté 3 milliards de francs, mais ne permettait pas, cet été, au député irlandais Brian Crowley de siéger normalement. Dans l'hémicycle, c'était le même problème. Pas possible de m'asseoir avec mon groupe. J'ai dû siéger au sein de l'extrême droite parce que c'était le seul endroit où il y avait assez de place. Ce problème est désormais réglé. Nicole Fontaine a obtenu une rallonge, 30 millions de francs versés par l'État, mais ils sont déjà dépensés. Et tout indique que certains contentieux finiront devant les tribunaux. Bon courage, et puis on fait le point à la fin de la semaine. Voilà. À Moscou, le bilan définitif de l'attentat commis hier est de 118 morts. Après cette deuxième action terroriste en quelques jours, la capitale russe vit une véritable psychose, renforcée par quelques déclarations officielles indiquant que d'autres attentats pourraient être en préparation et confortée par des mesures de sécurité exceptionnelles. Correspondant Gilles Rabin, Franck Brisset. Quand la police reçoit l'ordre de faire la chasse aux Tchétchènes, elle comprend chasse aux Caucasiens et elle débarque en force là où elle sait les trouver, sur les marchés de Moscou. La police sait par avance que la chasse sera bonne et qu'elle sera spectaculaire, comme c'est le cas chaque fois que, attentat ou pas, elle opère une descente sur les marchés en plein air de la capitale, là où règne la loi des gangs. Évidemment, au lendemain de l'attentat le plus sanglant qu'ait connu la Russie, l'opération prend des allures de rafle. Aucune chance bien sûr de trouver parmi eux les auteurs de l'attentat. Le but est surtout de rassurer la population. Toute la ville est en alerte, toute la ville s'inquiète, mais personne n'a encore cédé à la panique. On se demande tout le temps que va-t-il se passer après, quel sera le prochain immeuble. On est pris au dépourvu. Bien qu'il n'y ait pas plus de policiers que d'habitude dans le centre de Moscou, le bilan officiel des enquêteurs est impressionnant. Un nouvel attentat évité de justesse, plusieurs tonnes d'explosifs découverts. Nos agents ont découvert, dans une seule cache, 3 tonnes et 800 kg d'explosifs. Pas facile de croire que la police ait trouvé une telle quantité d'explosifs en si peu de temps, même si Moscou reste la ville où tout est possible. 3 suspects ont été arrêtés, des portraits robots et des photos de terroristes présumés sont diffusés. L'un d'eux, presque un adolescent, semble si timide qu'on peine à l'imaginer en poseur de bombes. Le gouvernement russe privilégie toujours une piste unique, celle des intégristes islamistes. On n'a pas affaire à des terroristes isolés, mais à des terroristes internationaux bien entraînés. Loin, très loin de ces préoccupations politiques et des rumeurs d'état d'urgence qui courent à Moscou depuis 2 jours, les familles des victimes, elles, attendent encore que tous les corps soient identifiés pour enterrer leurs morts. En Algérie, le référendum sur la concorde civile voulu par le président Abdelaziz Bouteflika devrait permettre à celui-ci d'obtenir une majorité favorable. Les Algériens semblent en effet prêts à voter pour la paix et veulent en finir avec des violences qui se poursuivent pour encore ces derniers jours. Ainsi, 3 civils et 2 gendarmes ont été blessés dimanche non loin d'Alger. Nos envoyés spéciaux, Thierry Tulier et Christian Autain, ont recueilli pour la première fois la réaction d'un haut responsable du Front islamique du salut, Abdelkader Hachani, qui est resté 5 ans en prison. À l'écouter, la loi sur la concorde civile ne sera pas suffisante. Le quartier a longtemps été un fief du GIA à Alger. Il abrite dans cette maison surveillée par la police Abdelkader Hachani. C'est la première fois qu'il accorde une interview à une télévision étrangère. L'homme n'est pas n'importe qui. Il a conduit l'ex-fils à la victoire électorale fin 91, avant que l'armée n'interrompe le processus électoral. Abdelkader Hachani a alors rejoint en prison ses leaders, Abbassi Madani et Ali Bellaj. Libéré en 97, il est aujourd'hui à la tête de la mouvance islamiste, celui qui a le contact avec les maquis. Le pouvoir laisse faire, ses prises de position en faveur de la paix y sont pour beaucoup. À la veille du référendum, il donne la position de l'ex-fils. Nul ne peut nier qu'il y a un changement notable dans le discours politique.
Nous considérons ceci comme positif. Ceci reste non suffisant. Nous considérons que les conditions, aussi bien politiques que sécuritaires, ne permettent pas au peuple algérien d'exprimer sa réelle volonté. Vous dites on ne peut pas dire non. Alors c'est l'abstention, si vous ne voulez pas voter oui, c'est quoi? Je ne peux dire ni oui ni non. Je ne peux dire ni oui ni non. J'ai des réserves que je viens de citer. Vous pensez qu'il peut y avoir une reprise des violences? Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Mieux encore, je suis en train de tout faire. Je suis en train de tout faire, c'est ma conviction la plus profonde, pour convaincre les gens, pour faire en sorte que cette violence soit évacuée de façon totale. Abdelkader Hachani nous confiera aussi sa hantise de voir le pouvoir revenir à une politique plus répressive après le référendum. Preuve que la confiance si nécessaire à la construction de la paix reste à conquérir. Pourtant, tout est fait pour convaincre que l'Algérie a tourné la page. Les redditions d'islamistes armés se multiplieraient. Filmés opportunément par la télévision algérienne, les anciens terroristes, appellation officielle, disent leur gratitude pour le président Bouteflika. De quoi convaincre les plus hostiles à la réconciliation voulue par Abdelaziz Bouteflika. Même propos rassurant à la Cour de justice de Blida. Chaque jour apporte son lot de repentis, nous dit-on. 70 dossiers sont à l'étude d'une commission de probation. Et les Algériens approuveraient. La société algérienne a mis de côté la rancœur pour que chacun vive comme des frères. Il n'y aura pas de vengeance, car la loi algérienne protège tout le monde. Ce jour-là, la femme d'un combattant islamiste a décidé de se livrer. Nous ne sommes pas autorisés à lui parler, mais sa peur est palpable. Le chemin qui mène à la paix est encore long. En Indonésie, au Timor oriental, les Nations Unies ont fermé leur camp de Dili, la capitale, et l'armée de l'air australienne a encore évacué près de 1500 personnes aujourd'hui vers Darwin, au nord de l'Australie. Darwin, où se trouvent actuellement nos envoyés spéciaux Isabelle Bechler et Tristan Lebras. C'était à l'aube ce matin, plus d'une semaine de terreur qui prenait fin pour les quelques 1500 réfugiés est-timorais qui étaient abrités au QG de l'UNAMED à Dili. Par décision spéciale du président indonésien Habibie, cette évacuation massive vers l'aéroport a été possible. 11 vols d'Hercule C-130 australiens et néo-zélandais ont arraché à la mort et à l'arbitraire les civils est-timorais et les personnels internationaux des Nations Unies. Seul un noyau de 12 membres de l'UNAMED est resté à Dili pour préparer l'arrivée de la force armée. Ceux qui atterrissaient aujourd'hui à Darwin, au nord de l'Australie, étaient soulagés, mais également submergés d'émotions et de tristesse pour leurs familles laissées en arrière. Il leur restait à se reposer, se nourrir et passer les tests médicaux de quarantaine. Comme les premiers arrivés la semaine dernière, qui sont maintenant installés dans l'environnement moins spartiate d'un motel. La Croix-Rouge y recueille leurs témoignages pour tenter de réunir les familles déchirées par l'arbitraire des miliciens. C'est le gouvernement australien qui s'occupe de loger les réfugiés, le temps pour eux de refaire leurs forces et d'attendre des jours meilleurs pour reconstruire leur pays. On m'a donné un visa de 3 mois. J'espère que la force armée va rentrer chez nous le plus vite possible parce que chaque heure qui passe, ce sont des morts en plus. Ils ne voulaient pas d'une autonomie dans le cadre indonésien, ils avaient voté pour l'indépendance. On a payé un prix terrible en vies humaines, mais pour l'indépendance de Timor, ces vies ne sont pas perdues. Les vies de combien d'adultes se passeront-elles à reconstruire leur pays pour leurs enfants? Un message de paix pour l'an 2000, c'est le souhait proclamé officiellement aujourd'hui à Paris par le directeur général de l'UNESCO, M. Federico Mayors. Ce message sera lancé de la Tour Eiffel, qualifié de site messager de la culture de la paix, la Tour Eiffel, où nous serons, comme tout le monde, le 31 décembre. L'année internationale de la paix sera donc l'année prochaine, mais déjà, comme le présentent Dorothée Lyric et Pascal Caron, un clip spécial a été conçu. Savoir pardonner pour vivre ensemble. Choisir la non-violence pour être plus fort. Partager et comprendre, mais surtout aimer. Et vous, qu'allez-vous faire pour la paix aujourd'hui? Moi, cette semaine, j'ai fait des milliers de choses pour la paix.
Et je crois qu'il y a vraiment un mouvement de solidarité très fort. Pour l'instant, tout cela ne fait pas taire les armes, mais j'ai l'espoir qu'un jour les armes se tairont. C'est le directeur général de l'UNESCO aux côtés de Georges Moustaki qui a ouvert la cérémonie. Le thème, officiellement annoncé pour l'an 2000 par les Nations Unies, est la culture de la paix. Un programme, une ambition pour désamorcer toutes les machines de guerre. Nous avons encore très récemment, à Kosovo par exemple, utilisé la force au lieu d'utiliser le dialogue et la négociation. Et si on pense que le système des Nations Unies c'est faible, il faut le renforcer. À la tribune se succèdent les faiseurs de paix, Shimon Peres, prix Nobel, ou encore l'abbé Pierre. Tous souhaitent susciter l'engagement des individus civils ou politiques pour la paix. Et comme il faut un symbole, ce soir, la Tour Eiffel sera déclarée site messager de la culture de la paix pour l'an 2000. Au sud-est des États-Unis, sur les côtes de la Floride, le cyclone Floyd et les vents qui l'accompagnent provoquent des raz-de-marée. Plus d'1 million de personnes seraient parties vers l'intérieur des terres. Les résidents côtiers ont tous été évacués. Le cyclone pourrait modifier sa trajectoire vers le nord-ouest, mais on craint une aggravation des risques. Depuis plusieurs années, dans le domaine médical, on tente d'être plus attentif à la douleur, aux douleurs au pluriel. Demain, aux entretiens de Bichat à Paris, c'est quasiment un mystère qui sera évoqué. En quelques semaines, des personnes a priori bien portantes ressentent des douleurs musculaires et une fatigue intense. Mais tous les examens pratiqués sont normaux. Cette affection, appelée la fibromyalgie, est mal connue des médecins, mais plusieurs centaines de milliers de personnes en seraient atteintes en France. Reportage à Montpellier, Jean-Daniel Fézaki et Blaise Grenier. Daniel Aubagnac est aide-soignant, mais depuis 1 an, il est passé de l'autre côté de la barrière. Il est atteint de fibromyalgie. La cause de cette affection est un mystère total pour la médecine. Ce qui est certain, c'est qu'elle fait beaucoup souffrir. J'ai des douleurs qui sont très localisées et puis j'ai des douleurs aussi qui sont, que j'appellerais vicieuses, qui sont un type de coups de poignard ou des coups d'aiguille. Est-ce que vous avez mal dans les muscles? Dans les muscles. Alors, j'ai les muscles qui se tétanisent très très vite. Vous mettez dans une position confortable. Les douleurs les plus caractéristiques se situent là où les tendons des muscles s'attachent aux os. Ici, vous avez mal. Ici, moi je souffre beaucoup. C'est sensible. Il faut donc savoir appuyer au bon endroit pour faire le diagnostic. Là j'ai mal. Il existe 18 points de fibromyalgie et le diagnostic est retenu si 11 sont présents. La vie de Daniel n'est pas des plus faciles. En arrêt de travail, il ne touche qu'un demi-salaire. Sa vie familiale aussi s'est dégradée. Et il y a ces douleurs qui certains jours l'empêchent de faire les gestes les plus simples, comme faire un lit ou la vaisselle. Des douleurs sur lesquelles beaucoup de médecins se sont penchés avant de trouver le bon diagnostic. Médecin de famille, neurologue, psychiatre, rhumatologue. J'ai vu un ORL parce que ça engendre beaucoup de problèmes. J'ai vu un gastro-entérologue, enfin, tous les médecins. On ne sait pas guérir la fibromyalgie, mais il y a des moyens de soulager les personnes qui en souffrent. Des traitements médicamenteux, des antidépresseurs, des traitements kinésithérapiques et surtout une prise en charge de relaxation puisqu'ils sont très sensibles au stress de la vie quotidienne en particulier. Ce qui aide également Daniel, c'est de raconter ses douleurs. Il noircit les cahiers pour éclaircir son horizon. La Cour d'appel de Bordeaux vient de condamner pour falsification 4 châteaux, une tonnellerie et une cave coopérative du Bordelais. Ils étaient poursuivis pour avoir boisé du vin en faisant tremper des pièces de bois. Pratique limitée selon un règlement communautaire, mais largement utilisée dans le reste du monde, comme le racontent dans leur enquête Éric Perrin et Philippe Dumeil. Quand on sait que 10% seulement des vins en France sont élevés en barrique, la question mérite d'être posée. Y a-t-il une différence entre mettre du vin dans du bois et mettre du bois dans du vin? Interdite dans toute l'Europe, l'utilisation des copeaux de chêne est expérimentée depuis 3 ans en France, sous le contrôle des fraudes et uniquement sur des vins de pays. Analytiquement, en laboratoire, il est très facile de montrer que les composés qui sont diffusés dans le vin sont exactement les mêmes, qu'ils proviennent de la douelle de la barrique ou qu'ils proviennent de copeaux de bois ajoutés dans le vin. Mais les copeaux utilisés en infusion grâce à ces sacs plongés dans les cuves ne suffisent pas à remplacer les barriques. Manque notamment l'oxygénation très lente qui permet au vin de mieux vieillir. Inventé par cette société, ce diffuseur d'oxygène permet, semble-t-il, de combler cette lacune. Cette technique dite du microbullage, couplée à l'utilisation des copeaux, donnerait ainsi d'excellents résultats.
On peut approcher très précisément ce qu'on peut faire en barrique. Je dirais même qu'on peut, sur des vins qui n'auraient pas le potentiel pour descendre en barrique, approcher un élevage qui leur est idéal. Détour par Gagnac-sur-Serre à quelques kilomètres de Brive. Donc le bois que vous voyez là, c'est exclusivement du chêne. Et ce chêne provient des mêmes arbres que les tonneliers utilisent pour la fabrication de leurs barriques. Même bois de chêne, même provenance, mais pour fabriquer un produit que personne n'a le droit d'utiliser en France, les fameux copeaux. Jean-Louis Dreyer n'est pas fou pour autant, ces 80 tonnes de copeaux trouvent acquéreurs sans problème dans le monde entier, là où l'utilisation est autorisée. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique latine ou les États-Unis. Comme on a pu le vérifier dernièrement à Vinexpo, le salon mondial du vin, ces pays ne cessent de gagner des parts de marché, avec des vins boisés, facilement séducteurs et surtout très compétitifs au niveau des prix. Coût de la barrique, 5 francs par litre de vin produit, avec les copeaux, 25 centimes par litre. Tout le monde exporte, tout le monde cherche des produits qui font plaisir à la clientèle. Et je crois qu'on n'a pas le droit de s'interdire des techniques qui pourraient être amélioratrices ou qui en tout cas pourraient plaire aux consommateurs. Si pour certains la différence de législation pénalise la France, pour d'autres elle lui permet de résister à une certaine uniformisation du goût. Copeaux, pas copeaux, la question ne se pose que pour des vins moyens de gamme, car pour les grands vins, la barrique reste la référence, et pas seulement pour le plaisir des yeux. Du sport, du football, Montpellier à Sofia cet après-midi en match aller du premier tour de la Coupe de l'UEFA a battu l'équipe yougoslave de l'Étoile Rouge de Belgrade, 1-0. Le but de Loco, c'est une bonne opération pour Montpellier. Et puis je vous signale que demain, c'est à 18 h, vous avez rendez-vous sur France 2 pour la rencontre de Coupe d'Europe Helsinki-Lyon, en direct d'Helsinki, avec Pierre Sled et Alain Giresse. Regardez bien cet album, c'est un album vraiment original que propose Johnny Hallyday, qui a fait appel à ce que l'on appelle des auteurs pour les textes et à son fils David pour les musiques. Le tout s'appelle 100% et ça sort aujourd'hui. Présentation Frédéric Bonnet et Vincent Bouffartigue. Le premier cri que j'ai poussé, c'était un cri de nouveau-né. Johnny ne pouvait pas mieux choisir pour exprimer sa difficulté de vivre que Françoise Sagan, auteur tourmenté. Première leçon. C'est une écorchée vive, il faut bien dire, Françoise Sagan. Quelque part, d'une autre façon, je suis sans doute aussi écorché peut-être par la vie, comme on l'est tous un jour ou l'autre dans notre vie. Deuxième leçon, après 40 ans de carrière, Johnny, 56 ans, sait aussi que pour réussir un album, il faut s'en référer aux plumes qui ont déjà fait leur preuve. Johnny Hallyday n'est pas le crétin que des crétins ont parodié. C'est un homme intelligent, intuitif, ambitieux, imaginatif, qui ne se contente pas de ce qu'il fait, ce qu'il a, insatisfait comme tous les créateurs, et il veut aller plus loin. Je ne voulais pas d'autre chose que le beau d'une nuit dans tes bras. Ne fais pas semblant d'oublier les combats que j'ai dû livrer. Quand à la tête d'une armée, vers tes maléfices marcher. Ces larmes sont celles d'un jeune romancier prometteur. Il a écrit plus d'une dizaine d'ouvrages publiés. Leçon numéro 3, savoir dénicher les jeunes talents. J'écris pas mal de poèmes. C'est différent d'écrire une chanson parce que on est entraîné par c'est des sons avant d'être des mots. Enfin, pour moi, ça a été un travail littéraire différent d'un travail romanesque évidemment, mais même d'un travail poétique. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Ajouté à la recette d'un album réussi, l'émotion d'un père qui retrouve enfin son fils. David a composé la musique des 13 chansons. Je crois que c'est un album qui est basé surtout sur les retrouvailles émotionnelles d'un fils et d'un père qui n'ont pas grandi ensemble et qui se sont, disons, qui se sont retrouvés dans cet album. Des auteurs qui savent écrire et qui ont quelque chose à dire, un fils prodige et l'image d'un rocker au cœur tendre, voici les ingrédients indispensables à la sortie d'un album à succès.
Voilà, c'était Johnny Hallyday à Tapis Rouge de Michel Drucker sur France 2. Je vous rappelle deux informations que nous avons développées dans cette édition. Tout d'abord, Nicolas Sarkozy qui renonce à la candidature à la présidence du RPR. Il a été reçu en fin d'après-midi par le président Chirac. Et puis, M. Philippe Seguin, invité de cette édition, a qualifié la prestation hier de M. Jospin d'impuissance, démonstration d'impuissance, et il a fait valoir qu'il avait eu les mêmes raisons que Nicolas Sarkozy pour quitter la présidence du RPR. Dans quelques instants, la météo avec Sophie Davant, 0h35, le dernier journal avec Florence Duprat. À demain 20h. Bonsoir. Merci.